le premier fondamental, avant même tous les fondamentaux du dessin, c'est la patience et l'acharnement en fait. Je crois que c'est Mobius qui disait que pour bien dessiner, il faut être intelligent mais aussi un peu bête. Des moments où bah, on a l'impression qu'on n'avance pas et tout ça. Et c'est juste des passages normaux en fait. Faut juste réussir à les franchir petit à petit. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai réalisée avec Richard Vatinel, un prof de dessin et notamment de Cara Design à Rubica, la meilleure école d'animation en France. Mais il a aussi sa propre plateforme professionnalisante d'apprentissage du dessin. Ça s'appelle l'artiste autodidacte, je vous mets tous ces liens en description. Dans cette vidéo, on parle avec Richard Vatinel de l'apprentissage autodidacte du dessin. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut forcément passer par une école? Comment apprendre en autodidacte efficacement? Et Richard va également vous montrer sa méthode étape par étape pour apprendre le dessin avec des bases très solides pour être libre avec le dessin et être professionnel dans le domaine que vous voulez, bande dessinée, animation, concept art. Il vous explique tout. Salut Richard Vatinel, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va très très bien. Et toi? Moi aussi, hein, ça va très bien. En ce moment, je suis un petit peu en plein rush parce que j'essaye de faire un manga en 17 pages en une semaine, un peu comme ce que peuvent faire les japonais. C'est assez compliqué, je suis fatigué, mais ça va. Ah oui, bah oui, je comprends, avec la fatigue, doit être Ouais. pas mal. T'avais déjà le scénar ou c'était juste... Oui, j'avais déjà le scénar. C'était une petite histoire rapide comme ça. C'est juste histoire de tabasser un peu des planches et voilà quoi. Ok, ok, non bah super. Alors Richard Vatinel, bon moi je te connais sous le pseudo artiste autodidacte, mais est-ce que tu Ouais, pourrais un petit peu te présenter, ce que tu fais, etc. ouais, pas de souci. Alors, donc moi je m'appelle Richard, je m'occupe effectivement du site de l'artiste autodidacte depuis un bon moment maintenant, ça doit faire 5-6 ans. Mhm. Et donc c'est une plateforme d'apprentissage du dessin, mais globalement moi à la base je suis illustrateur et concept artiste. Donc j'ai bossé sur des jeux vidéo, donc principalement du jeu vidéo indépendant. Le plus abouti sur lequel j'ai travaillé, c'est un jeu qui s'appelle Splasher. Euh, voilà, pour ceux qui connaissent, vous pourrez Très bon regarder. jeu d'ailleurs, très bon jeu. Merci. Et sinon, j'ai fait de l'illustration et sinon je donne cours dans des écoles supérieures de dessin, donc qui font du film, d'animation ou du jeu vidéo, globalement. Ok, ouais, donc t'es aussi professeur de dessin dans une grande école, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a poussé aussi à me dire qu'il y avait sûrement des choses à faire en ligne Hmm. pour enseigner le dessin. Puisque ça répond à des besoins un peu différents, je pense. Ceux qui sont en école ont un cursus vraiment très stéréotypé, on va dire, mais très complet Hmm. aussi. Ouais. Et après, bah, ils vont voir beaucoup de choses très différentes. Et du coup, ça correspond bien à ceux qui savent pas trop quoi faire. Et je me suis dit que pour ceux qui savaient bien quoi faire, comme bah, moi j'étais au moment où j'ai fait mes études, je savais vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire du concept art, toute la BD, globalement. Hmm. Bah, en fait, j'avais tout appris en ligne, en fait, moi aussi. Donc je me suis dit qu'en français, il n'y avait pas grand-chose. Au moment où j'ai commencé, en tout cas, l'artiste autodidacte, maintenant il y a plus de contenu qui existe, mais à la base, il n'y avait pas grand-chose. Et bah, je me suis dit ouais, que ça pourrait être pas mal d'avoir quelque chose qui permette aux gens de piocher et de vraiment aller trouver ce qu'ils ont besoin. Parce qu'en fait, si on sait exactement où on peut apprendre le dessin beaucoup plus vite que dans une école, je pense. Et arriver plus vite à faire des projets qui nous parlent plus, et après progresser vraiment en faisant des projets. Donc Ouais. pour le manga, en l'occurrence, je pense on apprend à faire du manga en faisant du manga, principalement. Et pour Ouais, la BD, c'est enfin, tout tout bête, type de mais BD, c'est pareil. ouais. Et ben ouais, c'est bien, t'as anticipé un peu ma prochaine question. C'est justement, je me demandais s'il y avait justement une adaptation ou si juste tu reprenais un peu tes cours que tu faisais en école pour les mettre sur ton site. Mais non, ouais, c'est sur ton site, c'est vraiment pour ceux qui se projettent déjà, qui voient déjà très clairement où ils veulent aller pour essayer Ouais, de leur après, donner le chemin. ouais, bah, pas que en fait, parce qu'il y a aussi, j'essaie aussi de faire en sorte que les gens puissent trouver ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent bien dessiner, enfin qui aiment bien Mhm. dessiner, genre, mais qui savent pas trop quoi en faire en fait, qui n'ont pas de but très précis. Et du coup, c'est pas Ok. mal de tester des choses et puis de voir un petit peu bah, qu'est-ce qui correspond le mieux à notre personnalité ou à nos besoins, genre les besoins financiers ou quoi. Ok, Donc ok. j'ai aussi cette partie-là, quoi. Essayer d'apprendre aussi un petit peu à quoi ça ressemble vraiment les métiers en fait. Parce qu'on a toujours une idée un peu fantasmée de ce que ça va être, mais la réalité est parfois un peu différente de ce qu'on imagine.
Ouais, c'est vrai. Et bah, typiquement dans le milieu de la bande dessinée, du manga, toi, t'en as fait un peu de la bande dessinée? C'est ça? Pas professionnellement. Non? J'ai envoyé pas mal de dossiers. Hmm, J'ai pas été publié à ce jour, mais je ne hmm, désespère pas. Après, c'est un truc qui est tellement, enfin, c'est très très exigeant en fait, la BD. hmm. Faut être compétent dans plein de domaines en fait, en narration, en dessin, même en sorte d'auto-marketing aussi. Le fait de créer une communauté et tout ça. Exact. Et du coup, ouais, c'est pour l'instant, j'ai pas encore réussi, mais c'est un des trucs qui m'intéresserait de faire à terme. Ok. Et bon, tu t'appelles artiste autodidacte, enfin ton site et ta chaîne YouTube s'appelle l'artiste autodidacte. Ça veut Ouais. dire que bah, je pense que bon, pour toi c'est une certitude qu'on peut apprendre le dessin sans passer par une école. Ouais, oui, carrément. Ça, c'est une certitude absolue, parce que déjà, j'ai plein Hmm. d'exemples d'artistes que j'ai vus qui ont réussi à partir juste de ce qu'ils apprennent par Internet. Après, en autodidacte, ça veut pas forcément dire juste tout seul, quoi, parce que je pense que tout seul, c'est très compliqué. Mais Ouais. avec des conseils en ligne, même que des trucs gratuits, hein, si on est vraiment acharné, je pense qu'avec ce qui existe comme contenu sur YouTube, il y a largement de quoi faire pour vraiment bien apprendre. Après, tout seul, c'est compliqué, quoi. Parce que si on n'a pas de retour de gens, c'est assez compliqué de savoir vraiment ce qu'on vaut. Hmm. Et puis bah, de savoir comment résoudre les problèmes qu'on rencontre aussi. Parce que souvent, on est un peu bloqué et on sait pas trop pourquoi notre dessin il marche pas, mais il marche pas. Donc ça Ok. peut avoir des retours de gens, c'est quand même plutôt pas mal. C'est pour ça que les communautés, bah, comme la tienne sur Discord ou celle de l'artiste autodidacte, c'est vachement utile. Ça permet d'avoir des retours, de voir d'autres gens motivés, parce que c'est aussi une des difficultés tout seul, je pense, c'est de réussir à se motiver constamment, quoi. Enfin, de réussir à avoir la foi, Ouais. en fait, et de continuer, 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 quoi. Ouais, c'est vrai que cette école a peut-être. Tu penses vraiment que cette école a cet avantage-là de justement, vu que tu es dans un cadre, d'avoir moins besoin d'avoir recours à la motivation ou quelque chose comme ça? Ouais, bah oui, les Tu écoles, en penses fait, que ça c'est. te cadre de plusieurs manières, en fait. T'as des Hmm, gens qui sont avec toi, ce qui est déjà hmm, motivant. T'as des notes qui viennent et que elles sont pas bonnes si tu fais rien. hmm. T'as des gens qui te suivent, tu vois tout le temps des profs, enfin, faut que tu te lèves le matin, enfin, tous ces trucs-là, c'est des choses qui te cadrent forcément, quoi. Donc Ouais, apprendre en autodidacte, ça demande aussi savoir se discipliner et tout ça, quoi. ouais. Mais on peut devenir professionnel dans le dessin, avoir un niveau professionnel sans passer par une école. Ça, Ah oui, non, c'est. mais ça, ça, c'est sûr, Ouais, bah, c'est jusqu'au ce que j'ai niveau fait, moi. professionnel, ouais. Toi, c'est ce que Ouais, t'as fait. ouais, ouais. Ok. Et puis, voilà, j'ai plein de potes qui ont fait ça aussi. En fait, à la base, j'avais monté, il y a 15 ans, peut-être maintenant. Non, un peu Hmm, moins, peut-être 13 ans. Un forum qui s'appelait Illustration Motivation. hmm, Et pareil pour des artistes qui voulaient avoir une communauté qui était un petit peu isolée, quoi, qui voulaient avoir une communauté pour travailler le dessin ensemble. hmm. Pour le coup, bah, il y en a plein qui sont devenus pros depuis, et il y en a aucun qui est passé dans une école en fait. Donc, Ouais, donc c'est totalement possible. Non, mais ça fait toujours du bien à entendre et c'est vrai qu'il y a certaines personnes que je connaisse qui vraiment sont il faut que je paye une école, surtout qu'une école c'est assez cher mhm, et il y a peut-être pas forcément besoin de passer par là et surtout que moi j'ai fait une prépa que j'ai pas terminée mhm, dans une école de game design, game art. mhm, Euh, et bah, quand je suis rentré, je savais pas dessiner concrètement. mhm, J'avais commencé à dessiner peut-être un an avant, mais de manière très très irrégulière pour m'amuser. Enfin, voilà, j'avais aucune base dans le dessin. Et j'ai appris avec cette école-là quand même certaines bases, tout ça, avec notamment ma prof de dessin traditionnel. Mais mhm, je trouve à titre personnel que j'ai beaucoup plus appris tout seul, enfin quand je dis tout seul, c'est-à-dire avec mes propres heures de travail que je mettais avec justement tes cours. J'avais acheté tes cours à l'époque sur le volume, des packs sur Gumroad sur le volume, la mhm, gestuelle, etc. Et c'est là que je me suis dit, bah peut-être que financièrement, surtout que moi financièrement c'était compliqué, je vais mhm. peut-être plus prendre ce chemin-là, quoi.
Ouais. Bah, après, Effectivement. ça dépend vraiment complètement du Mm. profil des gens. Il y a aussi ce qu'achète l'école aussi, c'est du temps en fait, parce que bah, souvent, quand on finit le lycée, les parents ils sont pas trop d'accord pour qu'on leur dise bon bah allez, là pendant 5 ans je vais bosser le dessin. Mm. Et puis bah juste vous m'entretenez pendant 5 ans et au moins je vous coûterai pas une école. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui répondent bien à ça. Ils Mm. préfèrent que leur enfant aille dans une école en fait, pour avoir un diplôme à la fin, pour Mm. être sûr qu'il bosse et qu'il soit cadré en fait. En fait, sinon en 5 ans, je pense qu'effectivement avec les ressources sur le net, ça peut coûter 10 fois moins cher et on arrive à un résultat certainement, enfin qui peut être aussi bon. Ça c'est Mm. encore une fois tout est dépendant de la motive qu'on y met, mais voilà. Mais, est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités de faire ça pendant 5 ans? Ouais. C'est pas toujours évident, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, selon toi, aller dans une école, ça garantit forcément d'avoir un niveau professionnel ou pas? Ah non, pas du tout. Non, bah, c'est comme quand on bosse en autodidacte, en fait. Ça dépend complètement de l'investissement qu'on y met. Ouais, Je pense que personnel, ouais. c'est un peu plus facile, on va dire, de devenir professionnel, mais ça peut aussi être facile de devenir professionnel dans un truc qu'on voulait pas à la base. C'est-à-dire Ouais. que là, moi, je vois, j'enseigne dans une école qui enseigne principalement la 3D. Et il y en a qui viennent là à la base pour apprendre, enfin, avec une passion du dessin, une envie de dessiner, tout ça, pour du cinéma d'animation. Et au Mm. final, bah, à la fin, ils se rendent compte que ah, bah, il y en a qui sont déjà un peu meilleurs qu'eux en dessin, du coup, ils lâchent et tout ça. Et qui ressortent, et en final, bah, ils font de la 3D au lieu de faire ce qu'ils étaient venus faire à la base. Ouais. Et ça, il y en a plein en fait, qui changent complètement de route dans l'école. Donc il y en a, c'est pour le mieux, parce que bah, ils s'épanouissent vachement bien dans ce qu'ils font. Mais moi, je récupère pas mal d'étudiants après avec l'artiste autodidacte, des gens qui ont un peu lâché leurs ambitions initiales et qui veulent revenir au dessin, et ils le font après en dehors de leur boulot plus tard Ouais. en fait. Ouais. Et ça, c'est un profil que je vois très souvent dans les accompagnements que je propose. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que le niveau de dessin quand tu arrives dans une école, enfin pour ma part, c'était très très hétérogène. Parce que moi, typiquement, je savais pas dessiner, mais il y en a qui avaient déjà fait des cours, qui avaient déjà une très bonne base. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a d'autres profils dans mon cas qui n'avaient aucune base dans le dessin, qui ont rapidement laissé tomber Mhm. parce qu'ils voyaient que le fossé était un petit peu trop grand. Ouais, bah après, ouais, Voilà. c'est juste qu'on commence pas tous au même niveau, en fait. Enfin, quand on Mm. arrive en études supérieures. Entre ceux qui ont juste fait leurs études, du coup, ils avaient pas trop le temps de dessiner. Et ceux qui ont jamais arrêté, ben, Mm. il y a 10 ans de dessin, il y a 10 ans de dessin à rattraper, donc c'est un peu, ça peut sembler, le fossé peut sembler être incroyablement grand. Alors qu'en fait, après, avec des bons cours, je pense que, on peut rattraper n'importe quel niveau, en fait. Ok. Ah bah ça c'est... Bah ça aussi ça fait du bien à entendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont... Même moi au début je pense pas que j'étais convaincu forcément que je pouvais rattraper un certain niveau. Là je le suis un peu Mhm. plus mais oui c'est vrai qu'il y a des... Parce que on va revenir sur cette question-là mais il y a des fondamentaux dans le dessin que j'ai découvert grâce à ta chaîne qui Mhm. fait que quand tu les appliques bah il y a des résultats quoi. Quand tu les travailles il y a des résultats et ça démystifie un peu le dessin franchement c'est cool. Ouais, bah après, je vais revenir dessus parce que j'ai une petite grille à montrer après. Je veux Mhm. juste préciser quand même. Par contre, je pense que effectivement, tout le monde, je pense, peut atteindre un niveau professionnel. Après, venir dans le top 1% des artistes, je pense que là, Mhm. effectivement, il faut avoir vraiment fait ça toute sa vie et puis avoir, pour certains, des prédispositions ou quoi. Mhm. Mais après, tout le monde peut devenir un artiste compétent. Et je pense que tout le monde peut devenir capable de raconter ses histoires et tout ça. Mais Mhm. après, c'est sûr qu'il faut pas se comparer tout le temps uniquement au top du top. Parce que bah là, après, c'est un peu comme pas pour n'importe quoi, un sport par exemple. Mhm. Je pense que tout le monde peut devenir un joueur de basket potable. Mais par contre, enfin, tout le monde va pas pouvoir jouer dans la NBA en fait. Et c'est Oui. pareil pour tout en fait. Enfin, quoi qu'on fasse, enfin moi, quoi que je fasse, même si j'avais bossé à mort le basket, je pense que enfin ouais, je suis petit. J'ai Mhm. pas, euh, j'ai pas une ossature, une musculature très puissante de base. Donc en m'entraînant, je pense que j'aurais pu devenir compétent pour être un bon amateur ou même un très bas niveau pro. Mais j'aurais pas pu devenir un grand joueur de NBA.
Ouais. Et bah là, c'est pareil pour le dessin en fait. Je pense que tout le monde peut devenir suffisamment compétent pour raconter ses histoires, pour faire même des trucs très cool, des histoires que les gens ont envie de lire, pour faire, je sais pas, des webtoons, pour faire même des BD qui vont être publiés ou quoi. Après, c'est un peu plus. On peut pas savoir en fait jusqu'où on peut aller avant d'avoir essayé en fait. Ouais, c'est ça Donc il aussi. faut. On peut pas se dire que bah c'est pas pour nous avant de si si on n'a pas essayé quoi. Ah, c'est sûr. Mm. Mais vraiment essayer. C'est là où on en vient après, c'est que il faut être patient quoi. Je pense que Mm. le premier fondamental, avant même tous les fondamentaux du dessin, c'est la patience et l'acharnement en fait. Je crois que c'est Mobius qui disait que pour bien dessiner, il faut être intelligent mais aussi un peu bête. Et en fait, il faut pas, faut avoir aussi un peu des désillusions des fois, enfin se bercer un peu d'illusions entre guillemets, pour pas Mm. lâcher l'affaire en fait. Parce qu'il y a des moments où c'est dur, des moments où bah, on a l'impression qu'on n'avance pas et tout ça. Et c'est juste des passages normaux en fait. Faut juste réussir à les franchir petit à petit. Mais il faut, voilà, faut essayer d'apprendre intelligemment. Et puis après, il faut être suffisamment obstiné pour continuer, même quand quand ce qu'on fait c'est nul et que c'est dur. Euh, c'est Ouais. le truc quoi. C'est la patience et l'obstination qui vont vraiment faire la différence. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un pan, on va dire plus mental qui est aussi à pas du tout négliger dans une progression et du coup, ça m'amène à rebondir sur ça, c'est même si j'imagine que chaque parcours est différent et a ses spécificités, mais selon toi, comment on progresse justement intelligemment et efficacement? Quelle est la route pour se hisser à un niveau professionnel dans le dessin? Ok, bah alors c'est là que je vais sortir mon petit schéma. Donc ça c'est un schéma je crois que je l'avais déjà montré sur la chaîne YouTube, je suis pas sûr, mais du coup ça fera pas de mal de de le remontrer. Alors pour moi, la base de tout, bon, il y a tout le côté mental. Je pense que c'est encore plus fondamental que ce que je vais montrer là. Entretenir son mental, avoir une bonne hygiène de vie, tous ces trucs-là, je pense que ça Mm. reste plus fondamental encore. Parce que bah, on peut pas apprendre correctement quand on est fatigué, quand on a une mauvaise santé, si on est impatient, on va pas arriver à faire les choses correctement. Mm. Voilà, donc tous ces trucs-là, ça vient avant. Pareil, si on est complètement déprimé ou quoi, c'est compliqué d'avancer. Et après, du coup, quand on est en bonne condition pour bosser le dessin, on a d'abord, le premier pas pour moi, c'est la maîtrise du geste et l'observation. Ça, c'est deux trucs. Donc, apprendre à contrôler notre main pour qu'elle fasse ce qu'on a envie qu'elle fasse. Parce que c'est Mhm. beaucoup plus dur que ce qu'on peut croire, en fait. Je pense que quand il y a plein de gens qui commencent le dessin et qui essaient juste de reproduire ce qu'a fait un autre artiste, même si leurs proportions sont bonnes ou quoi, ou même s'ils décalquent juste, le trait va pas être aussi beau en fait. Le trait va pas être aussi dynamique. Le dessin va sembler un peu plus mort et tout ça. Et tout ça, c'est vraiment la maîtrise du geste. Donc c'est un truc Mm. qui se développe tout au long de la vie. Mais il faut au moins apprendre déjà à faire des traits droits, des courbes qui vont suivre, apprendre à pouvoir refaire une même forme plusieurs fois, ce genre de truc. Ouais, il y a des exercices spécifiques pour le geste en particulier. Ouais, ouais, ouais. Mm. Après, on n'est pas obligé, parce que c'est un truc qui peut se développer de manière passive, Mhm. mais c'est un petit peu plus difficile. Enfin, c'est pas mal de faire des exercices spécifiques pour. Et alors ça, c'est particulièrement important pour des gens qui veulent faire du dessin qui va être assez précis, assez clean à la fin. Par exemple, pour les gens qui veulent faire du tatouage, par exemple, c'est une compétence super importante. Mm. Pour les gens qui veulent qui veulent bosser dans certains styles qui vont devoir être assez épurés, ben, c'est une compétence qui est super importante. Si on veut dessiner dans un style beaucoup plus lâché, c'est pas vraiment le même type de geste qui va être important. Donc voilà. Je Donc il y a peux te poser ça. vite fait une question. Ouais, bien Qu'est-ce que sûr. tu entends par style épuré, style lâché? Parce que est-ce que tu as des références d'artistes? Alors style épuré, enfin même sans être totalement Mm. épuré, tout à l'heure j'avais Toriyama en tête. Toriyama, il a un style qui est quand même assez propre, surtout dans ses premières BD. Tu vois, il y a pas beaucoup de hachures, il n'y a pas Mm. beaucoup de traits qui sont faits en plusieurs fois. La plupart des traits, ils sont vraiment faits en une seule forme, tu vois. Ouais. Et tout ça, je pense qu'en manga, il y en a beaucoup justement. Il y a beaucoup de dessins qui sont vraiment très très propres. Et après, il y a des traits qui sont plus lâchés, comme par exemple le trait de celui qui fait Hunter x Hunter. Son trait est un Mm. petit peu plus vivant. Ou celui qui fait Nekogahara, avec le chat, là. Mm.
C'est pareil, il a un trait beaucoup plus, qui est plus fait au pinceau, qui est beaucoup plus vivant en fait, où on sent qu'il y a un, un geste qui est plus rapide en fait. Ok. Et il y a des auteurs de comics ou de BD franco-belges qui vont même griffonner, gratter pas mal et travailler en noir et en blanc pour vraiment faire d'abord des traits assez rapides. Après, ils reviennent avec du blanc par-dessus pour nettoyer certains endroits ou faire de la lumière, puis ils reviennent dessus après. Là, c'est beaucoup plus traité en matière en fait. Donc c'est pas un dessin, c'est pareil, c'est pas un dessin aussi propre, aussi, aussi pur que juste une ligne et que ça soit pile poil la bonne ligne dès le début quoi. Ouais, je vois. Merci, ouais, je vois un peu plus. Donc voilà, ça c'est pour la maîtrise du geste. Donc ça c'est la maîtrise du geste au moins que notre stylo fasse, enfin que notre main fasse ce qu'on a envie qu'elle fasse. Donc ça inclut la direction, l'angle, ça inclut aussi la pression. Si on utilise des outils qui ont de la pression, on appuie fort ou pas fort. La vitesse aussi du trait, enfin tout ça, enfin c'est un truc assez complet en fait et qui va se développer tout au long de la vie. Mais il faut déjà avoir une base. Mm. Et après, il y a l'observation. Donc ça, c'est le fait d'apprendre à regarder, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui est difficile. Parce que de prime abord, on regarde pas vraiment les choses. Ils sont dans notre environnement et on les regarde pour leur fonction, en fait. Par exemple, je sais pas si vous avez un téléphone, ben vous allez utiliser les différents boutons et juste vous regardez le côté fonctionnel, mais vous regardez pas précisément ses proportions, savoir en largeur et en hauteur combien ça fait, et est-ce que vous êtes capable de le reproduire en dessin. Pareil, la largeur par rapport à l'épaisseur, le bouton où est-ce qu'il est placé par rapport au bord, est-ce qu'il est plutôt en haut, plutôt en bas, mais à quel degré du haut, du bas, enfin voilà, tous ces trucs-là, on le regarde pas vraiment en fait. Euh, Mm. on, on l'utilise de manière assez neutre. Il faut apprendre à regarder précisément comme ça parce que c'est le premier truc pour comprendre bien le monde et pour après pouvoir apprendre le reste du dessin mieux en fait. Ok. Je sais que ce qui pose le plus de problèmes en règle générale, c'est les angles. C'est de ce que je peux voir en fait chez les étudiants. Autant les proportions, les proportions ça pose problème, mais c'est surtout les angles qui vont poser problème. Et en particulier aussitôt qu'il y a de la perspective. On a tendance à vouloir redresser les angles. On a tendance à vouloir faire que des horizontales et des verticales. Alors que aussitôt qu'un objet est en perspective, ça va être un peu en diagonale, quoi. Et le degré de diagonale est super important à observer. Et puis après, observer finement, observer dans les détails les choses. Voir que si je veux dessiner une fenêtre, c'est pas juste un rectangle. En fait, il y a Mm. d'abord un montant, après dessus il y a une poignée, il y a une épaisseur. Suivant l'angle de vue, on va pas voir de la même manière l'épaisseur. Il va y avoir quelque chose, toute une partie qui est autour dans le mur. Enfin, voilà, il y a plein de détails comme ça à regarder et à observer de manière fine pour pouvoir après retranscrire ça. Enfin, le garder, le stocker en tête et puis après le retranscrire d'imagination. Donc Ouais, ça, c'est donc vraiment la base. c'est la Donc ça, base, ouais. c'est ouais, ça, c'est vraiment la base et c'est un truc qui est vraiment sous-estimé par beaucoup de dessinateurs débutants, genre qui veulent faire, par exemple, du manga. C'est un truc que je vois très souvent. Oui, il va y avoir de l'observation principalement d'artistes ou de dessins d'artistes, et donc du coup, ils vont faire beaucoup de copies d'autres mangaka, mais sans regarder particulièrement la réalité ou pas en observant très précisément comment sont faits les dessins de l'artiste. Ils vont peut-être se concentrer sur les visages, mais pas trop regarder comment les décors sont faits, par exemple. Enfin voilà, il faut vraiment essayer ou pas regarder la composition dans la page. Par exemple, le personnage est au bon endroit, il a les bonnes proportions de visage et tout ça, mais il n'est pas au bon endroit dans la case. Et donc du coup, ça change toute la composition de la case. Donc voilà, toutes les compétences d'observation, ça va se traduire après dans ce qu'on va faire d'imagination. Et puis regarder le monde autour de soi, c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir des idées aussi. Donc c'est un truc Ouais. qui est super important. Ok, ok. Donc si je comprends bien, vraiment, le dessin d'observation, c'est un petit peu notre énergie pour progresser, pour faire activer tout le mécanisme de progression, quoi. Ouais, C'est un c'est peu... ça. Ouais. Ouais. D'abord on observe et après on stylise. Et Ok. après justement on peut, si je prends juste l'exemple des humains, parce que je sais que c'est quand même quelque chose que la plupart des gens ont envie de dessiner à la base, même si on a envie de dessiner des personnages avec des pas avec de mauvaises proportions, mais avec des proportions qui ne sont pas les proportions d'un personnage réel, d'une personne réelle, si on veut par exemple apprendre à faire des persos qui ont des jambes beaucoup plus longues que la réalité, c'est bien, mais enfin c'est très cool, mais il faut le faire en connaissance de cause entre guillemets.
Et après, si on veut apprendre ne serait-ce qu'à les habiller ou à placer des muscles et tout ça, ben, c'est super important de savoir bien observer justement. De ne pas faire des proportions n'importe comment, de pas faire des plis qui tombent n'importe comment, enfin tous ces trucs-là en fait. Donc vraiment là, c'est le premier truc, on observe, et ce qui va nous servir après à pouvoir prendre des références et à savoir les utiliser correctement quand on va en avoir besoin. Ok. Donc ça c'est le premier truc, l'observation. Ensuite on a le volume, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure dans les cours que tu avais pu prendre avec, enfin, sur le Gumroad, l'artiste autodidacte. C'est pareil, ça c'est un des trucs qui est, là c'est même pas sous les CV, c'est qui est complètement ignoré en fait, je pense par beaucoup de dessinateurs débutants. Et parce que quand on prend un livre de dessin académique, on n'en parle pas du tout, quasiment pas. Moi j'avais appris au tout début, quand j'étais vraiment, quand j'étais jeune, quoi, quand j'avais, je sais pas, 6 7 ans, on m'avait offert un bouquin de dessin parce que j'aimais bien dessiner. Et il parlait que d'observation et des différents outils en fait. Comment on dessine avec un crayon, comment on dessine avec un pastel, comment on dessine avec tel outil. Et par contre, pas un mot sur le volume. Et le volume pourtant c'est en fait ce qui permet de faire du dessin d'imagination. C'est grâce à ça qu'on fait la passerelle en fait, qu'on fait le lien entre ce qu'on observe et le fait de pouvoir le redessiner d'imagination. Ça veut dire, tiens, désolé, je sais pas si le bruit s'entend du coup. Non, non, parce que j'ai une notification. Ah non, Excuse-moi, on n'entend pas, ouais. Ok, donc, désolé, bon, ce sera à couper. Et donc le volume, c'est vraiment la base de tout parce que si on essaye de reproduire n'importe quoi d'imagination dans n'importe quel angle, il y a trop d'informations en fait. Le genre, ne serait-ce qu'un bras, si on essaie de le refaire vraiment dans n'importe quel angle sans céder de volume simple, c'est super dur parce que bah, c'est un volume assez complexe en fait, un bras, c'est encore plus si on prend la main. Il y a des endroits qui sont plutôt plats, des endroits qui sont plutôt bombés, mais c'est pas bombé pareil d'un côté et de l'autre, etc. Enfin voilà, c'est très complexe. Mais si on réussit à le réduire en un volume simple, et qu'on a appris à faire tourner des cylindres genre dans sa tête, bah, après on va pouvoir prendre un cylindre qu'on a fait tourner et reposer un bras par-dessus en fait. Donc c'est ça le gap qu'on va trouver en apprenant le volume. On va apprendre à faire des volumes simples, à créer une sorte de moteur 3D dans sa tête, pour savoir les faire tourner dans n'importe quel sens. Et après on va pouvoir décomposer tout et n'importe quoi en volume simple et pouvoir les faire après tourner et les dessiner dans n'importe quel angle. Ouais, Et ça, c'est vraiment la clé pour être libre après, de faire bouger des personnages, de faire des compositions dynamiques. Enfin voilà, tout ce dont on va avoir besoin dans le dessin, quoi. ouais, c'est ce pack, moi, que j'avais acheté. Et c'est vrai que c'était. Moi, c'était un petit peu. Je l'avais vu comme le secret, genre, qu'on m'avait caché sur le dessin, quoi. Parce Mhm. que. Cet exercice, par exemple, faire des cubes de tous les angles et tout ça, c'est vrai que ça travaille beaucoup. Bah, ça travaille aussi l'imagination Mhm. et le fait de bien se le représenter dans tous les angles possibles. Et bah, ouais, ça libère beaucoup, surtout quand on fait de la bande dessinée ou du manga où on doit dessiner un nombre incalculable d'objets qu'on n'avait même pas prévus dans Mhm. plein de positions différentes parce que la caméra elle bouge pour avoir des plans intéressants. Et c'est vrai que c'est moi. Je pense que c'est le cours qui m'a fait ma plus grande différence, ma plus grande progression au niveau du dessin. C'est vraiment le volume, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est un cours que je suis en train de retaper un peu d'ailleurs en ce moment là, parce que bon, je l'ai trouvé, enfin, à force d'enseigner à des étudiants, je vois aussi ce qui marche pas, et du coup là j'ai des choses des techniques qui sont un peu plus efficaces encore. Mais globalement, il faut voir que c'est un truc qui est assez long à développer. Globalement, c'est pas, une compétence qui met du temps à développer parce que c'est pas du tout intuitif. Pareil pour la perspective. La perspective, ce qui est bien, c'est qu'il y a des règles en fait. Mm. Des choses qui sont assez précises. On va suivre les lignes de fuite. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent un milieu. Mm. On a des guides sur lesquels se poser. Le problème, c'est aussitôt qu'on a un objet qui est décalé par rapport à la perspective, ben là tout tombe un petit peu par terre, quoi. Ou alors, il faut faire des constructions qui sont ultra complexes et tout. Alors que si on arrive à débloquer le volume plus intuitif, après on va pouvoir dessiner un peu enfin, les choses vraiment dans n'importe quel angle, pardon. Et, euh, et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Ouais, mais je sais pas non plus. Mais donc du coup, ouais, c'est vraiment s'il y a bien une compétence qui est longue à développer, oui, c'était ça. C'était ça que je voulais en dire. Le volume. Donc ouais, si le volume, c'est super long à développer aussi parce que c'est pas du tout comme ça que notre cerveau il fonctionne de base. Comme je disais tout à l'heure, de base, on a besoin des informations utiles pour notre quotidien.
mais savoir enfin, comment on représente si je reprends le téléphone, je l'ai parce que c'est parce que j'en ai un devant mes yeux. Savoir comment on le dessine quand on est légèrement vu du dessus, mais qu'il est un peu de trois quarts. Enfin, le cerveau, il stocke pas cette information-là, il s'en fout. Lui, il veut savoir juste quelle taille fait le téléphone à plat, en fait. Et du coup, naturellement, quand on dessine, on a tendance à vouloir redessiner les choses à plat. Parce que c'est comme ça qu'on a stocké l'information. Ouais. Et du coup, il faut entraîner son cerveau à dire non, non, c'est dans cet angle-là, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec les volumes simples, parce que ce serait trop compliqué avec des formes plus complexes. Et du coup, apprendre à malaxer un peu ça aussi. Apprendre à modifier des formes dans l'espace et tout ça. Enfin voilà, tout ça c'est un truc ultra complet. Et il faut bien s'attendre à ce que ça prenne genre au moins 1 an, 2 ans à vraiment travailler ça à fond pour que ça soit fluide. Je dis pas que ça Mm. met autant de temps pour qu'on sache qu'on commence à savoir faire des trucs, Mm. mais ça met ça avant que ça soit vraiment fluide, intégré, que ça soit notre nouvelle façon de penser en fait. Ouais. Donc ça, faut voir que ça prend du temps. C'est complexe. Ouais, c'est vrai que parce que souvent moi quand je connaissais pas du tout et même maintenant parce que j'ai pas une compréhension totalement intuitive du volume, mais on cherche souvent des trucs et astuces pour essayer de le faire ressentir mais sans avoir la base qui est solide, et du coup ça fait on rajoute un peu de traits un peu partout, ça rend le Mhm. dessin un peu cafouillé tout ça, mais quand on a une bonne compréhension du volume, c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Mais ce que je comprends bien, c'est que l'observation aussi va donc nous servir à travailler le volume. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que c'est une ligne, c'est parce que c'est vraiment la base. En fait, si on ne sait pas observer correctement un volume dans l'espace, on va pas savoir, on va pas stocker la bonne information dans sa tête en fait. Ouais. Donc il faut d'abord pouvoir observer en étant très précis en fait, en regardant les angles comment ils sont, comparer les angles les uns par rapport aux autres et tout ça, pour pouvoir comprendre comprendre la logique du volume du coup. Et après, une fois qu'on a bien intégré le volume, on a beaucoup moins besoin de l'observation. Parce que après, on sait qu'on n'a plus besoin d'observer un objet dans un certain angle pour savoir comment il va être dans cet angle-là, en fait. On a juste besoin de Mm. savoir, il fait quelle hauteur, il fait quelle largeur, il fait quelle profondeur. Et après, on va pouvoir le redessiner dans n'importe quel angle. Ok. Parce qu'on a déjà les bases, justement. On a construit ce modèle 3D mental. Ouais, je vois. Donc, ouais, ça c'est pour moi, ça c'est de ce bloc-là. Si vous avez réussi à bien le développer, après, vous pouvez vraiment partir dans n'importe quelle direction en dessin. Et ça, c'est vraiment le truc qui va servir un peu à tout le monde, pour faire du dessin d'imagination en tout cas. Mm. Et après, tout le reste, c'est un peu plus optionnel, on va dire. C'est suivant ce que vous voulez faire. Il y a la peinture, donc la lumière et valeur, donc ça, c'est la peinture en noir et blanc. Donc vraiment comprendre comment ça marche, le niveau de gris, la lumière et tout ça. Après, il y a la structure. Donc ça, c'est complètement dépendant des sujets qui vous intéressent. Structure, j'entends ça comme l'anatomie pour le corps humain. Mais ça peut être la mécanique, si vous aimez bien dessiner des robots, par exemple. Mm. Savoir comment des articulations mécaniques fonctionnent, savoir de quoi il y a besoin, est-ce qu'il y a besoin d'un moteur, comment on peut faire bouger un membre mécanique, enfin tous ces trucs-là. C'est important de se renseigner dessus, parce que c'est ce qui va rendre votre dessin crédible. Ou l'architecture pour ceux qui veulent dessiner des bâtiments, enfin, ou même je sais pas, la géologie pour ceux qui veulent dessiner des montagnes, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comprendre comment est fait le sujet pour pouvoir le dessiner au mieux, en fait. Ok. Donc ça, c'est un peu optionnel parce que tout le monde n'a pas besoin de tout, et même pour les personnages, tout le monde n'a pas forcément besoin de faire beaucoup d'anatomie. Par contre, il faut comprendre les personnages en volume. Ouais. Et Ah ouais, on en parce revient que, toujours à là, ouais. ouais, oui, oui. C'est pour ça que ça, c'est vraiment indispensable, et que l'anatomie, c'est un peu plus dispensable. Surtout si on fait des personnages un peu stylisés, ou des personnages qui sont tout le temps habillés, par exemple. Mm. Il n'y a pas forcément besoin, et qui sont pas très musclés, il n'y a pas forcément besoin d'être une brute en anatomie pour faire ça, en fait. Par contre, on doit les maîtriser en volume. C'est à partir du moment où on Mm. veut les faire bouger dans l'espace, oui. Sinon, Ouais. on va se retrouver à faire que des personnages vus de profil tout le temps, en fait. Et il y a des BD qui fonctionnent comme ça, hein. Mais pour ceux qu'on veut mettre un peu d'action ou qu'on veut mettre des angles de vue un peu dynamiques, la perspective et le volume vont se retrouver vraiment super importants, quoi. Ok. Après, on a tout ce qui est composition et design. Donc ça, pour le coup, c'est de l'optionnel, mais pas si optionnel que ça. Parce qu'au final, le design, on va retrouver ça partout. On va trouver ça dans le design de personnages. On va retrouver ça dans le design de n'importe quel élément. En fait, d'un véhicule, il va falloir avoir des compétences de design. Même si on veut, je sais pas, faire son site web, il va falloir avoir des compétences de design.
Et la composition, bah, c'est pareil, composition de l'image dans la page pour raconter ce qu'on veut raconter, c'est pareil, c'est super important. Et c'est rare les domaines qui nécessitent ni l'un ni l'autre. Les domaines du dessin qui nécessitent ni l'un ni l'autre, j'en connais pas beaucoup. Euh, je réfléchis, mais non, je crois qu'il y a toujours au moins une part de design en fait, savoir comment guider le regard, enfin, comment créer une forme qui va être intéressante visuellement. Enfin ouais, c'est super important. Comment faire des formes qui vont faire comprendre des choses aux spectateurs sans qu'on ait besoin de les expliquer, juste parce que le visuel est très parlant en fait. Ok. Et ça, il y a vraiment. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose, je trouve, qui est très intuitif quand on commence le dessin et même quand on ne sait pas dessiner et qu'on s'y intéresse pas. Mais que la composition et le design, ça repose sur nos idées, mais il y a quand même des fondamentaux, des règles et tout ça à étudier, à travailler peut-être. Ouais, ouais, carrément. Bah, ceux qui font Mm. du graphisme, par exemple, les maîtres de ça, en fait, du design et de la composition. Quand vous avez un emballage qui vous donne envie d'acheter un truc, en général, c'est parce que les gens ont fait d'un bon travail de design et de composition sur l'emballage. Mm. C'est valable partout, en fait. Dans tous les domaines artistiques, quasiment, va avoir ça qui va ressortir. Et vous avez dû déjà voir des images où vous sentiez que c'était des images qui étaient attrayantes visuellement, même si le dessin était très simple. Il y a genre, je sais pas, des livres jeunesse ou des trucs très graphiques des fois qu'on peut Mm. voir sur des affiches ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est super agréable visuellement. Et c'est juste du design quasiment. Il y a quasiment pas de dessin, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de tout ça. Mais par contre, il y a une composition, enfin, un schéma de forme et de couleur qui est super plaisant en fait à voir. Et ça, effectivement, il y a plein de règles en fait qui vont avec, enfin des règles. Il y a plein d'outils pour apprendre ça et progresser dans ce domaine-là. Ok. Et ça, c'est un peu infini aussi. Enfin, n'importe lequel de ces domaines, en fait, on peut le creuser à mort et devenir un grand spécialiste de ça et limite faire une carrière uniquement là-dessus. Par Mm. exemple, en anatomie, il y a des gens qui font juste du dessin de modèles vivants pendant toute leur vie et qui vendent après leur dessin ou qui font des super peintures de nus ou quoi et qui vivent avec ça, en fait. Donc, n'importe quelle compétence, si on la pousse vraiment à son max, qu'on devient un grand maître dedans, on peut réussir à en faire une carrière aussi, quoi. Ouais, ça peut faire notre singularité, notre spécificité, ouais. Ouais, et on va voir que quel que soit l'artiste, il va être plus ou moins versé dans un de ces domaines-là, en fait. Mm. Après, dans les domaines, pour finir, juste, il y a la couleur, donc Ouais. c'est l'extension du coup de la lumière, mais avec la couleur. Puis après, bah, la théorie de la couleur et tout ça, enfin, tout un tas de Mm. trucs savoir choisir des couleurs pour que ça soit agréable à l'œil. Et après, il y a la stylisation, donc qui est un peu un dérivé du design et de la compo. Donc savoir créer un nouveau style, développer un style, et puis après s'y tenir. Ah ouais, c'est une Euh, compétence de savoir développer et créer un style. Ouais, après ça c'est Mm. pour le coup la manière la plus naturelle et qui est suivie par la plupart des gens, c'est juste ben, on apprend des trucs tout le temps, tout au long de sa vie et au final ben, notre style se développe un peu tout seul par rapport à Mm. ce qu'on a appris, par rapport à nos influences et tout ça. Et après il y a la deuxième compétence qui est plutôt celle des directeurs artistiques ou des concept artistes, qui est de développer une nouvelle identité visuelle pour un projet en fait. Genre pour un Ouais. projet de dessin animé, pour un projet de jeu vidéo. Bon, on va développer un style uniquement pour ce projet-là. Ok, ouais. Et c'est pour Ouais. ça que ou alors on va s'adapter à un style qui existe déjà. Par exemple, si on veut devenir un artiste qui travaille sur, je sais pas, sur Overwatch, bah, du coup il va falloir se coller un peu dans le style d'Overwatch. Si Mm. après le prochain jeu sur lequel on veut travailler, c'est un jeu plus cartoon, bah, il va falloir s'adapter à ce style-là. Si on revient vers un truc plus réaliste, bah, pareil, il va falloir s'adapter. Mm. Donc, voilà, faut voir aussi être capable de s'adapter dans certains domaines, dans certains métiers en fait. Ouais, typiquement pour les animateurs aussi, ouais. Oui, pour les animateurs, en particulier les animateurs 2D évidemment. Mm. Même il y a aussi des styles d'animation, même en 3D en fait. Et toi, tu disais que tu faisais aussi des suivis. Comment ça se passe un peu tes suivis? Bah alors, je propose différents trucs. Je fais des corrections à la demande en fait, des gens Mm. qui achètent donc ce qu'il y a sur le site l'artiste autodidacte, ça s'appelle les tickets AA. Et les gens donc achètent des tickets et puis peuvent me demander des retours ou des retours sur un portfolio ou des bilans ou des trucs comme ça. Et après, sinon, je fais des mentorats. Donc ça, c'est des suivis pendant 2 mois avec un rendez-vous par semaine. Mm.
Et du coup, là, en général, c'est plutôt des gens qui ont. C'est pas souvent des gens qui sont vraiment en début d'apprentissage du dessin. Bon, c'est un petit peu trop prématuré de faire ce genre de truc en tout début. Et il vaut mieux d'abord apprendre un peu tout seul et se confronter vraiment au dessin avant de faire ce genre de truc. Mais après, c'est utile. En fait, quand on commence à se retrouver soit avec un projet à développer spécifique, soit devant un mur et on arrive, même avec les cours, on n'arrive pas à comprendre, ben, ça peut être bien d'avoir des retours de quelqu'un et un suivi de quelqu'un qui est habitué à ça, quoi. Ouais, donc tu discutes avec la personne, tu lui donnes des exercices qu'il doit faire Ouais, pour c'est la ça, semaine ouais. prochaine. Ouais, chaque semaine, Mm. c'est retour sur les exercices précédents, discussion, parce que des fois, c'est des discussions qui tournent autour de, ben, t'as pas pu beaucoup bosser cette semaine, comment ça se fait? Enfin, c'est quoi les Mm. problèmes? Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ça? Est-ce qu'il y a un blocage psychologique à débloquer, quoi, tu vois? Ouais. Ou une question d'organisation, où les gens n'arrivent pas à s'organiser, ou des trucs dans le genre. Et puis après, bah, exercice pour la semaine d'après, et puis voilà.